Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Sans surprise, les députés français ont voté la confiance à Manuel Valls par 306 voix pour et 239 contre. Le Premier ministre qui a prononcé son discours de politique générale cet après-midi, discours que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur l'antenne de France 24, qui a duré 50 minutes. Alors Manuel Valls a-t-il convaincu? Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui du Premier ministre? La politique qu'il va mettre en œuvre est-elle la bonne pour redresser la France? On va en parler avec nos invités, avec vous Hélène Pilochowski. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique, auteur de Sarkozy et la presse, et c'est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. David Medioni, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste en communication politique, cofondateur du blog Yes They Can avec Philippe Moreau-Chevrolet, que l'on connaît bien ici. Benjamin Correa, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Paris 13 et coprésident du collectif des économistes atterrés. On peut déjà le dire à nos téléspectateurs, vous n'êtes pas très convaincus par la politique que va mettre en œuvre le tout nouveau Premier ministre. Exactement. Et puis avec nous, Éric Brunet, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste politique, auteur de Sauve qui peut, et c'est aux éditions Albin Michel. Alors avant de commencer ce débat, on va évidemment écouter Manuel Valls. C'était à la toute fin de son discours de politique générale. On l'écoute. Et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Et je me dis qu'il y a peu de pays au monde qui permettent à des citoyens nés à l'étranger, qui ont appris les valeurs de la République, de prendre les plus hautes fonctions de l'État. C'est pour ça que j'aime profondément ce pays. Et c'est pour ça que je suis fier de m'adresser à sa représentation nationale. C'est cela la France. Et ce sont ces valeurs qui doivent aussi, les uns et les autres, nous rassembler. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous devons rester. Ne rétrécissons pas la France, ne rétrécissons pas ses rêves. Et je vous demande, le cœur battant pour la France, de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble, cette confiance, nous la rendions aux Français. Allez, on fait un petit tour de table avant de parler du fond. On va parler de la forme. Hélène Pilochowski, est-ce qu'il vous a plu, Manuel Valls? Ce qu'il faut dire que ça, c'était la fin du discours. Au début, il était un peu plus tendu. C'était la toute fin du discours. Il y a eu cette envolée lyrique. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous êtes dit, là, j'ai un Premier ministre? Non, voilà, il y a un nouveau souffle. Oui, je pense quand même. Je pense quand même qu'il y avait du souffle. C'est un discours de conquérant, de toute évidence. Et surtout, ce qu'on en attendait, c'est que ça tranche avec son prédécesseur. Et de ce point de vue-là, c'est réussi. Disons qu'il y avait quand même une flamme, il y avait de l'énergie. Moi, je pensais tout à l'heure, en arrivant, je me disais, c'est un peu la transition énergétique avec Manuel Valls. C'est un peu ça. C'est-à-dire ce qu'on reprochait à Jean-Marc Ayrault, d'endormir un peu son auditoire. Là, on peut dire que Manuel Valls, de ce côté-là, parce qu'en plus, il a été concret. Alors, on reviendra évidemment sur le contenu, sur le fond, bien entendu, mais quand même, c'était ramassé. D'abord, le discours était bien travaillé, il y avait le phrasé était excellent. Enfin, non, il y a quand même quelque chose qui a changé, et qui a changé dans le bon sens, c'est-à-dire une certaine autorité aussi, évidente. Je trouve que... Et puis, alors, ce qui pouvait lui manquer, c'est-à-dire le long du discours, c'était tac, 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 des mesures, on annonce ci, on annonce ça, c'était un peu sec, un peu fort, et... Tout d'un coup, à la fin, effectivement, le cœur battant, il y a un côté sentimental, un côté vibrant qui a pu toucher. Je pense que c'est là que l'enthousiasme s'est un peu levé, juste avant que les députés se lèvent pour saluer la performance. Non, je pense que de ce point de vue-là, il a pu lever tous les doutes qui auraient concerné sa dimension personnelle, sa capacité un peu à faire une bonne synthèse, à la présenter avec vigueur. Je pense que là, le doute est levé. On verra après pour le fond. Voilà, on verra. Oui, là, vous avez l'air d'avoir un peu plus de doutes sur le fond. Éric Brunet, sur la forme, est-ce que vous êtes d'accord avec Hélène Pilochowski? Est-ce qu'on peut parler d'un exercice réussi, d'une performance? C'est le terme qu'a utilisé Hélène Pilochowski. J'ai du mal à scinder la forme du fond, mais ça m'a beaucoup fait penser, moi, au discours du Bourget. Au secours, le Bourget est de retour. Parce qu'il y a tous les ingrédients du cocktail magique du Bourget, du cocktail gagnant du Bourget. Le lyrisme républicain était là. Maintenant, quand la gauche n'a plus rien à dire, elle convoque le patriotisme et le lyrisme. C'est chouette, c'est le cache-misère idéal, le lyrisme républicain. Si vous êtes un peu nulard en politique, si vous n'avez rien à proposer, soyez lyrique, c'est formidable, ça fait battre le cœur. Et moi, comme Hélène, j'ai été ému
Je ne vous dirai pas que j'ai pleuré d'émotion, mais j'étais très ému par ce volet lyrique. Ensuite, seconde composante du cocktail, eh bien des propos convenus. On a entendu la première demi-heure, c'était oui, c'est chouette, j'aime les commerçants, j'aime les artisans, j'aime la recherche, j'aime les professeurs, etc. J'aime tout le monde. Peace and love. Donc on n'était pas loin de ça. Et puis des échéances un peu floues, etc. Et ça, c'est le cocktail gagnant du Bourget. Les échéances floues, c'est je promets que je vais réformer ci, ceci, cela, etc. On a un calendrier qui n'est pas très clair, mais voilà. Et donc c'est un cocktail assez gagnant. Et de ce point de vue-là, très cyniquement, je vous dirais que c'est assez réussi, puisqu'on se fait un peu enfumer, quoi. Moi, je suis sorti de là en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon, ce valse! Et c'est quelques minutes plus tard, vous voyez, quand j'ai pris le temps de la réflexion, que je me suis dit, mais au fond, quand on fait le point sur tout cela, il n'y a pas grand-chose de sérieux. David Médioni, est-ce que vous avez le sentiment de vous être fait enfumer? Je ne sais pas si je me suis fait enfumer, mais en tout cas, le discours de Manuel Valls aujourd'hui, du moins sur la forme, montre que la leçon qui a été tirée par François Hollande et par le gouvernement de cette élection, c'est que finalement, le seul problème qu'il y avait avec Jean-Marc Ayrault et avec le gouvernement précédent, c'était la forme. C'était les couacs de communication et ainsi de suite. Et en fait, finalement, Manuel Valls, dans la forme de son discours, avec effectivement des rappels au Bourget, cette France qui est la solution à tous les problèmes, c'est ce qu'a dit Manuel Valls, finalement ce que disait François Hollande aussi au Bourget, c'est cette idée qu'on va tout résoudre par la maîtrise de la communication, la maîtrise de l'image. Ça peut être une solution au problème, mais c'est certainement pas la réponse, à mon avis, que les Français attendent après le vote du 30 mars. Exercice réussi. Exercice réussi sur la forme. Sur la forme, on va parler du fond. Décidément, sur le fond, vous avez l'air un peu moins convaincu. Benjamin Correa, vous, je sais que sur le fond, de toute façon, vous n'allez pas du tout convaincu. Sur la forme, un mot quand même sur la forme. Est-ce que vous pouvez parler, on peut parler de performance, comme le disait Hélène Pidichowski tout à l'heure? Oui, sur la forme, je pense que ça a été un discours. Est-ce que vous avez vécu ce lyrisme aussi? Je vais dire un mot là-dessus. D'abord, je voudrais dire que sur la forme, c'est le type de discours qu'on attendait. Donc, de ce point de vue, il n'a pas déçu, au sens où il y avait effectivement cette énergie, cette jeunesse, si on peut dire, calculée pour trancher avec son prédécesseur. Alors maintenant, sur son envolée lyrique de la fin, que j'ai trouvé très belle, personnellement, et à laquelle j'ai été très sensible, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Leonarda. J'aurais aimé la même générosité de la part de Valls à propos des étrangers en France, surtout dans le cas d'espèce qui concernait Leonarda. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu extrême, de jouer sur cette corde-là quand on a eu l'attitude qu'il a eue à propos de Leonarda. Voilà. Hélène Pidichowski, sur le fond maintenant. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce discours? Il annonce une baisse du coût du travail. Éric Brunet en parlait tout à l'heure. Baisse de 3 points des cotisations familiales pour les artisans. Pas de charge pour les employeurs qui payent un salarié au SMIC. Il annonce plein de mesures comme ça. Mais la question qu'on se pose, c'est où va-t-il trouver l'argent? Parce que ça, il ne le dit pas, par contre. C'est la question à quelques milliards, ça c'est clair. Quelques milliards, ouais. Oui, 50 une milliards. bonne dizaine. 50 milliards. C'est la question à 50 milliards. On va en parler. Parce que, effectivement, la digression est beaucoup plus longue en ce qui concerne les baisses de charges et les baisses fiscales aussi, et en particulier pour les entreprises. Donc il y a vraiment là, sur le plan du contenu, il assume totalement, il est d'ailleurs lui, totalement social-démocrate, pour ne pas dire social-libéral. C'est-à-dire les aides aux entreprises sont prioritaires. Ça c'est très clair, il a commencé par ça d'ailleurs, les aides aux entreprises sont prioritaires. Donc ça c'est certain que la gauche de la gauche, on le verra peut-être après, aura beau jeu de dire on fait des cadeaux au patronat et on se couche devant les exigences du patronat. Bon, alors là, ça c'est clair. Bon, il y ajoute effectivement le pacte de solidarité annoncé après les municipales, après le second tour des municipales par François Hollande, en disant attention, n'oublions pas les salariés, les petits salariés, donc avec une augmentation du pouvoir d'achat par le biais d'allègements de charges aussi pour les salariés. Mais en fait, le compte n'y est pas. Alors tant mieux si effectivement il arrive à dégager un petit peu de supplément pour les rémunérations des bas salaires. Ça, tout le monde peut le comprendre. Effectivement, 40 ou 50 euros de plus par mois, ça peut être très important. Donc là-dessus, tout le monde peut être d'accord. Mais comment tout cela va-t-il être financé? Ça, on se demande comment. Parce que ce qui est vraiment courageux dans le discours qu'on attend aujourd'hui en France, c'est de savoir quelle réforme de structure on va faire. Et ça, rien n'est dit là-dessus. Rien n'est dit. Sauf sur les régions. Alors, sauf sur les régions. Voilà. Ça, il faut quand même me dire, c'est courageux. Ça, c'est la faire ou pas, mais c'est courageux parce qu'on a tellement parlé, ça fait des années de ce millefeuille territorial. Oui. Et voilà qui nous dit qu'il va diviser le nombre de Là, régions. Je parlais ce qui concernait patron, salarié, le travail, si vous voulez, et donc le chômage dont il parle
un peu discrètement, à mon sens. Ça m'a frappé aussi. Est-ce pour se distinguer de son prédécesseur, qui sans arrêt, mon combat, c'est le chômage, il faut tout faire pour le chômage, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est le chômage, qu'on entendait un peu de manière récurrente. Là, ça a été, je ne veux pas dire esquissé, parce que tout ça, c'est sous-jacent, mais quand même, il n'y avait pas une priorité affichée dans la lutte contre le chômage. Moi, personnellement, ça m'a un peu étonnée. Bon, et puis après, il y a des réformes de structure qui sont annoncées via, effectivement, certaines réformes de l'État, mais ça rentre moins dans les finances imminentes, si vous voulez. Oui. Oui, tout se passe comme si je vous suis tout à fait sur ce point. Hein. Tout se passe comme si les engagements répétés du président sur l'abaissement de la courbe du chômage à la fin de l'année, qui n'a pas été suivi des faits, a servi vraiment de repoussoir à ce discours. Et donc, il n'en a pas été question. Sinon, moi, je suis très frappé aussi par le fait qu'on a beaucoup parlé des dépenses, si je peux dire, en tout cas des transferts de 35 milliards qui étaient déjà prévus, des 5 milliards qui sont annoncés pour les bas salaires. Il faut rajouter d'autres mesures nouvelles, notamment l'abaissement de l'impôt sur les sociétés de 1% par an jusqu'à 2020, comme pour dire, de toute façon, on ne s'arrêtera pas là. Je veux dire, c'est ça qui est important, je pense, dans ce discours. Dans ce discours, il y a non seulement je vais faire ça dans les 2 années qui viennent, mais j'annonce un aggiornamento général de la politique, on va dire social-libérale, comme vous l'avez qualifié. Et puis, pas un mot sur comment on va payer tout ça, pas un mot sur les 50 milliards. Vous parliez de 40 à 50 euros d'augmentation pour les bas salaires. Oui, bien sûr, pour des très bas salaires, ça fait quelque chose, mais c'est quand même très peu. Surtout que ce qui est implicite et ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a 20 milliards de coupes sur les dépenses sociales à venir, c'est-à-dire beaucoup plus que 40 euros par mois. Il n'y a pas un mot sur ça. Éric Brunet, justement, vous faites les mêmes, j'imagine, vous avez les mêmes interrogations. Où va-t-il trouver l'argent? Parce que finalement, il annonce toute une série de mesures, mais comment va-t-il les financer, notamment 19 milliards d'économies d'État? Où est-ce qu'il va couper? Mais c'est un sujet que tout le monde a relevé. Mais la droite relevé, aussi, parce que ceci étant dit, la droite aussi, je veux dire, elle n'a pas plus coupé dans les dépenses publiques, finalement, que la gauche. Il faut quand même dire la vérité. Personne ne nous dit jamais où. On dit toujours qu'il faut couper dans les dépenses publiques, à droite ou à gauche, mais jamais où. C'est pour ça que la dette augmente. La droite n'a pas fait mieux sur cette question, mais aujourd'hui, le temps passe et la situation est encore plus critique en 2014 qu'elle était il y a 2 ans. Mais moi, je m'interroge, où est passé le valse social-libéral? Parce qu'on a un exemple italien que tout le monde regarde avec acuité, c'est Matteo Renzi. Madame Merkel est quasiment pamoison devant lui, et donc il suscite les interrogations, les commentaires tous les jours, ce Renzi. Moi, j'ai regardé. Il a décidé de supprimer les provinces italiennes. Il y en a 101. Lui, il a dit là récemment qu'il allait les supprimer. Le programme est enclenché dans 7 mois. Alors que les conseils départementaux français, les conseils généraux, vont être supprimés dans 7 ans. Vous voyez, elle est là la différence entre Renzi et Valls. Renzi, il supprime ses départements à lui dans 7 mois et nous dans 7 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je pense qu'en 2014, il n'est pas décent et acceptable qu'on puisse se moquer ainsi des citoyens d'un pays. C'est-à-dire oser dire, nous allons enclencher des réformes parce qu'il a fait tout un truc sur la souffrance, la désespérance, la souffrance sociale. Ce peuple souffre et nécessite une espèce d'action politique immédiate, forte, de véritables chocs. Et derrière, il nous sort 7 ans pour la réforme des départements et il nous sort pour les régions et surtout pour les cotisations sociales des commerçants et des artisans. On est sur un horizon 2020. C'est un gag. Moi, j'en ai parlé avec 2-3 personnes. Les gens s'esclaffent. Les commerçants qui sont dans des situations d'urgence. Il y a quand même 7 commerces en France qui ferment chaque heure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des gens qui n'ont pas le droit au chômage car ce sont des indépendants, donc des artisans et des chômeurs. S'il y a une population fragile en souffrance, c'est eux. Et on est en train de leur dire, nous, la gauche, on va vous occuper de vous en 2020. Mais c'est juste abjectement cynique et inacceptable. Donc oui, moi je m'interroge. Ce que je ne comprends pas, Éric Brunet, parce que les régions, c'est d'ici 2017. Oui, les régions, c'est un peu plus tôt. C'est 2017. Oui, c'est 2017. Les départements, 2021. Oui, les départements, 2021. Mais les régions... Mais est-ce que là, il n'y a pas aussi un problème français? En France, dès qu'on bouge les choses, vous dites oui, c'est les... Oui, mais c'est une façon de vous dire que cet homme n'est pas Matteo Renzi, c'est tout, et qu'il a été, pardon, mais hollandisé. C'est-à-dire la politique européenne, à un moment donné, il faut arrêter de s'exclaffer
fait sur Matteo Renzi, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique européenne. Bon, en tout cas, tout le monde s'esclave sur Matteo Renzi, mais en tout cas... Alors, très bien. Oublions Matteo Renzi. Cet homme n'est pas l'homme d'action qu'il a prétendu être. Il n'est pas ce social-libéral pragmatique qui arrive et qui dit « moi je », etc. Non, en réalité, il a été déjà hollandisé, c'est-à-dire qu'il a déjà été l'exomilisé par François Hollande et par la réalité politique. Mais en fait, Éric Brunet a oublié exactement la réforme territoriale de Nicolas Sarkozy, parce que c'est mot pour mot la réforme qui a été défendue par le gouvernement Sarkozy en 2010, la réforme territoriale de Manuel Valls aujourd'hui, qui n'a pas été faite par la droite. Déjà, il a oublié. Non, elle n'a pas été faite. Il l'a soutenue en 2010, aujourd'hui, il nous dit que c'est pas la bonne réforme. Et ensuite, ce qui peut poser problème, plus sur le fond de Manuel Valls, de ce qu'a dit Manuel Valls aujourd'hui, c'est plus l'idée qu'il va faire la politique de la droite. Donc il ne va pas répondre finalement aux attentes du peuple de gauche qui s'est abstenu massivement pendant la campagne des municipales et pendant les élections municipales. Et c'est ça qui va lui poser problème à terme. C'est sa problématique sur la majorité. Il n'aura pas de problème avec l'opposition. L'UDI a même fait acte aujourd'hui de bonne volonté en disant qu'il allait se positionner dans une opposition constructive. Ce qui va poser problème... Ils ont été contre quand même. Oui, bien sûr, mais ils ont quand même dit qu'il y avait une opposition constructive. Emmanuel Valls va jouer la triangulation. C'est le truc classique. On va faire la politique de l'adversaire pour se positionner sur son camp et le mettre à mal. C'est ce que faisait Nicolas Sarkozy avec habileté. C'est ce qu'essaye de faire Manuel Valls et c'est ce qui lui posera des problèmes dans les années à venir et dans les mois à venir. Mais Éric Brunet, comme pour revenir, et je vous donne la parole, Benjamin Correa, sur la rapidité quand même de l'action. C'est quand même le problème de tous les politiques, j'ai envie de vous dire. Regardez même à droite, au moment de la réforme des retraites, Nicolas Sarkozy n'est pas allé aussi loin qu'il le voulait. Sur la réforme quand même des territoriales, là aussi, c'est vrai qu'en 2010, il l'avait annoncé, il ne l'a jamais faite. Ce que je veux dire, c'est que vous dites... On ne peut pas s'en sortir en disant la droite faisait pareil. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème des politiques français aussi ? C'était une autre époque. Et aujourd'hui, le fait que sur le plan social, la situation soit encore plus dramatique aujourd'hui qu'hier, obligerait ceux qui sont au pouvoir, droite ou gauche, à agir plus vite. Vous avez raison. La droite ferait probablement la même chose en pareilles circonstances. Vous avez raison. Et ben c'est juste dramatique. Mais quand ça se fait justement qu'il n'y ait pas le temps politique ne soit pas le même. C'est la pathologie française. Nous passons nos journées à commenter des commentaires d'idéologie. Pensez donc qu'il y a eu sur la question du pacte de responsabilité des manifestations qui ont bloqué les grandes capitales françaises et Paris de syndicats et de Français qui manifestaient contre le pacte de responsabilité. Lequel pacte est totalement flou, on ne sait rien sur le pacte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des manifs contre, alors qu'on n'en sait rien. C'est la pathologie française. On manifeste contre un truc dont on ne sait rien. Un mot, Benjamin Correa, on fait ensuite une petite pause et je vous donne la parole. Un mot, allez-y. 3 remarques très rapidement. D'abord, sur la réforme territoriale, il y a une annonce qui pour le moment n'est pas, à mon avis, suffisamment commentée. C'est la suppression de la clause de compétence générale. Ça paraît très abstrait, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a toute une série de choses que faisaient les régions ou que faisaient les collectivités locales que désormais elles ne pourront plus faire. Et donc, en particulier, il y a toute une série de choses qui concernent l'éducation, l'aide sociale, le logement, etc., qui sont rayées de la liste. Donc, je comprends que M. Brunet trouve que c'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup et c'est énorme. Hein. Du point de vue du changement dans l'administration française et de ce que ça va coûter, c'est un changement radical. Personne n'osait, tout le monde en parle de cette histoire de suppression de la clause de compétence générale. Personne n'osait imaginer que ça serait fait. Il vient de le faire. Et il ne vient pas de le faire pour rien. Parce que s'il veut trouver ces 10 milliards auprès des collectivités locales, c'est qu'elles vont faire beaucoup moins de choses. Dites doublons, mais qui est en fait, dans beaucoup de cas... Non, mais je suis d'accord avec vous. Attendez. Il faut être exact. Il y a une partie des choses qui sont des doublons. Mais il y a une partie des choses Allez, rapidement, Benjamin Correa, parce qu'on doit rendre l'antenne pour le temps de rappel des titres. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est évidemment, on peut toujours trouver qu'on ne va pas vite, mais les 35 milliards à transférer, c'est toujours pas fait. Donc, je veux dire, c'est dans l'agenda immédiat et ça va être fait très rapidement. La montée en puissance depuis le CICE ne cesse d'augmenter. C'est pas pour me réjouir, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas dire qu'on ne fait rien. Enfin, la troisième chose, 2017, 2020, etc., on peut considérer que ça fait très tard, mais je crois que M. Brunet sous-estime l'importance de ces annonces. L'importance de ces annonces consiste à dire « nous sommes ancrés dans cette politique et dans le très long terme. Nous sommes définitivement des sociaux-libéraux. » C'est pas rien. C'est pas rien, c'est extrêmement important. Et ça manifeste de la part de ce pouvoir un autisme très inquiétant. Et donc des catastrophes électorales dont on n'a vu que les débuts.
Allez, on fait une petite pause de tendu, rappel des titres et on reprend notre débat donc sur ce discours de politique générale de Manuel Valls. On se retrouve dans un instant et surtout on se posera la question de savoir ce qu'il va faire vis-à-vis de Bruxelles. Est-ce qu'on va rentrer dans les clous ou est-ce qu'on va aller chercher encore un nouveau petit délai ? À tout de suite.